Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci nous allons parler de Tohan, le jeu de rôle de la saga des Hommes-Dieux. Alors on va faire un petit voyage dans le temps si vous le voulez bien. La saga des Hommes-Dieux, c'est un cycle écrit par le célèbre écrivain américain Philip Joseph Armer dans les années 60, la grande période de l'âge d'or de la SF américaine, et qui s'est vraiment démocratisé en France dans les années 80 et 90 avec sa sortie en collection Presse Pocket. Alors les plus anciens d'entre nous se souviennent de cette magnifique collection qui souvent était dans les couvertures était illustrée par de grands peintres comme par exemple ici Sudmak qui avait illustré carrément tout le cycle de la saga des Hommes-Dieux et d'autres ouvrages de Philip Joseph Armer d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui avait aussi illustré tout le cycle du fleuve. Bon, j'en suis pas très sûr, c'est à vérifier. Bref, la saga des Hommes-Dieux, c'est un monument de la littérature de science-fiction américaine qui a inspiré énormément d'écrivains un peu plus tard, mais aussi de rôlistes. Et c'est dans les années 90 justement que l'on voit apparaître le premier jeu de rôle dédié à Tohan. C'est un jeu de rôle édité par Descartes, c'est un jeu de rôle de Orso Vesperini et Leonidas Vesperini, qui est aidé par tout un team corse qu'on appelle, puisque c'était des joueurs qui faisaient partie du même club à l'origine et qui se sont réunis pour créer ça, et qui s'est sorti chez Descartes un peu plus tard. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Le jeu est sorti en 95 ou 95, oui c'est ça, chez Descartes, avec les illustrations de Sudmak, qui Leonidas Vesperini avait réussi à convaincre Sudmak de faire partie de l'aventure. Et le jeu de rôle, malheureusement, malgré un succès d'estime, n'a pas vraiment fonctionné, puisqu'il n'y a eu qu'un seul supplément qui est sorti un an plus tard, en 96, et qu'après le jeu a été abandonné. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ça fait que la saga des Hommes-Dieux, mis à part ce jeu de rôle qui a été entretenu un peu pendant quelques années par la fanbase, qui est à l'origine aussi de ce projet, hein, que nous allons parler maintenant, il n'y a pas grand chose qui est sorti. Hein. D'ailleurs, à part un jeu de cartes de Nicolas Maillet qui s'appelait Les Faiseurs d'Univers. Voilà. Voilà, tout est dit. Maintenant, on va venir plutôt aujourd'hui avec cette nouvelle édition, Tohan. Voilà le livre de base, voilà le livre 1. Alors on va commencer par faire un petit feuilletage express de ce livre 1, en sachant que sur le site, il y a un article qui est vraiment dédié à décrypter un peu ce bouquin, à décrire vraiment tous les chapitres qui le composent. Ici on va faire un feuilletage express, on va un petit peu voir de quoi il retourne, on va voir aussi le matériel, on va voir aussi les illustrations, et on va pouvoir ensuite, vous allez pouvoir décider ensuite si vous êtes intéressé par ce produit. Alors à tout de suite pour un feuilletage express de Tohan, le jeu de rôle de la saga des Hommes-Dieux. Voilà, on se retrouve donc devant Tohan, le jeu de rôle de la saga des Hommes-Dieux, et donc des Hommes-Dieux, pardon, et sa couverture cartonnée, couleur, avec une illustration de Dogan Hostel, c'est lui qui a fait toutes les illustrations qu'on trouve à l'intérieur de cet ouvrage. Il remplace ainsi Sudmak qui avait fait la couverture de l'ouvrage et Alexis Santucci qui avait fait les nombres d'illustrations intérieures. Voilà, ici c'est lui qui a tout fait, donc on va jeter un petit coup d'œil, je vais le déplacer pour que ça soit super bien centré, pas comme d'habitude, quelquefois je suis un peu tordu. Alors le jeu, voilà, alors vous voyez que c'est du pastel, les illustrations sont, moi j'aime beaucoup, hein, donc j'en parle un petit peu dans l'article, mais vraiment j'aime un petit peu cette façon de retranscrire un petit peu l'univers SF des années 50-60. Moi, ça me donne l'impression, certaines illustrations me donnaient l'impression de me trouver devant des matte paintings de films de SS des années 50. Vous savez, Planète Interdite, par exemple. Je trouve ça super joli, c'est vraiment très beau, c'est très élégant. Franchement, c'est du super boulot. Alors, ça commence par une préface de Leonidas Vesperini, hein, qui raconte un petit peu son histoire, comment il y a Tohan, la genèse de Tohan, chez Descartes. Et évidemment, ces salutations et la bonne chance pour les aventures du nouveau Tohan. Alors voilà, voici ici, c'est pour ça que je vous dis que ça me rappelle beaucoup d'illustrations de ces périodes-là. Voici ici l'introduction, alors avec un monde d'univers, avec une porte, voilà, les fameuses portes. Elles sont pas toutes comme ça, hein, il y a des portes qui sont beaucoup plus discrètes. Pour cela, c'est une grosse porte. Là, on dirait, on se ferait une célèbre série télévisée, donc je tairai le nom. Vous avez tous deviné. Voilà, vous avez une porte et vous avez un monde d'univers. Ces mondes d'univers qui sont créés par les Tohan.
Alors les Tauans ne sont pas des dieux, justement, c'est ce qui vous explique dans le préambule. Les Tauans, ce sont des êtres, en fait, donc, qui ont créé l'humain, d'ailleurs, à partir de leur ADN. Ce sont des êtres qui ont atteint l'immortalité en usant d'une drogue et grâce à leur science. Donc ce ne sont pas des dieux, mais ils ont tendance à se prendre pour des dieux, car un des gros trait de caractère du Tauan, c'est son ego, et ce qui va servir justement à créer votre propre seigneur Tauan, quand vous êtes un joueur. Alors là, ils expliquent un petit peu les romans de Philippe Joseph Palmer, avec le cycle et les différents tomes qui sont sortis, etc. Si vous êtes intéressé, moi je conseille vraiment à ceux qui ont envie de lire, envie de jouer à ça, de lire au moins les livres, quoi. Je veux dire, déjà bien potasser ce bouquin et lire le livre, c'est comme je le dis en conclusion de l'article, franchement, il y a une atmosphère vraiment particulière dans la saga des hommes-dieux, et ça serait dommage de passer à côté et de faire toute autre chose. Malgré dans le jeu de rôle on fait ce qu'on veut, mais bon, quand même, hein, c'est la moindre des choses. Ici vous avez un historique, hein. Alors un historique, un résumé de l'historique, parce que plus loin dans le compendium on détaille beaucoup plus. Alors le temps pour les joueurs, ça va être la partie évidemment qui concerne la création des personnages, voilà. Alors là donc vous avez créé votre Tauan, l'ego justement. Alors l'ego, ça va déterminer le profil de caractéristiques. Donc on part d'un début de phrase en tant que seigneur Tauan, et vous devez trouver la suite, par exemple, en sachant qu'il ne faut pas tomber ni dans le ridicule, ni dans le trop vague. Là c'est à voir avec votre meneur de jeu. Donc là vous avez quelques exemples. En tant que seigneur Tauan, je ordonne et on m'obéit. En tant que seigneur Tauan, je me relève toujours. Et cet ego va vous amener des dés en plus. On appelle les dés d'ego, que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez faire des actions, si l'action est en rapport avec votre ego. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des petits défauts. J'ai trouvé des petits défauts à l'intérieur de ce bouquin, mais franchement, ça ne manque pas d'exemples. Là, c'est vraiment pas le cas. Alors, les caractéristiques, vous avez la puissance, l'élégance, la raison et l'émotion. Le joueur va choisir parmi ces quatre une caractéristique principale. Ça peut être la puissance, s'il a envie d'être costaud, l'élégance, etc. Et là, il va mettre 4 dés. Après, il va mettre 3 dés, quelque chose qui est un petit peu moins, 2 dés et 1 dé. Donc il va faire un choix des caractéristiques, de celle qui lui semble la plus importante à celle qui lui semble la moins importante pour son personnage. Et ensuite il va choisir des traits. Alors il va choisir jusqu'à 3 traits. Les traits, vous avez une longue liste de traits. Alors c'est très variable, hein. Ça va de cavalier émérite par exemple à dominateur. Alors vous pouvez jeter les dés pour voir un petit peu ce que ça, au hasard, ou alors vous pouvez les choisir, vous pouvez avoir le meneur de jeu, vous pouvez en inventer. Enfin les traits, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, et ces traits vont vous donner des dés en plus également quand vous allez utiliser ce trait lors d'une action. Voilà. Le Zoa, c'est un dé bonus, c'est un dé qui se balade sur votre feuille de personnage, parce que oui, vos dés se baladent sur la feuille de personnage, parce que ceux qui ne connaissent pas Abstract Dungeon, on va en parler, hein, c'est le système qui a été choisi pour ce jeu. Alors, vous avez des dés, et en fait, c'est des réserves de dés, et le dé Zoa, c'est un dé que vous allez pouvoir attribuer à une autre réserve en fonction de vos besoins durant la partie. Alors, former une famille Tauan. Alors là, la lignée, le fondateur, etc. Donc, il vaut mieux fonder une famille, justement, c'est après, moi j'aurais bien bon, mais bon. Donc, il vaut mieux former une famille Tauan pour aussi lier tous les joueurs entre eux, parce que les traits de caractère des Tauans sont rarement des traits vraiment sociaux. Ils sont assez solitaires, ils sont souvent pas de très bonne compagnie, on dira, voilà. Hein. Et donc il va falloir vraiment trouver quelque chose pour que les personnages joueurs, qui jouent évidemment des Tauans, non pas comme dans le précédent jeu de rôle où on jouait des humains qui luttaient contre des Tauans, là vous jouez carrément des Tauans, donc des seigneurs, des hommes-dieux. Il va falloir trouver un moyen de les faire partir en aventure ensemble, quoi, en gros, hein, voilà. Donc là vous avez les relations avec les PNJ, l'archétype du PNJ, là vous formez votre famille, alors du fondateur jusqu'en s'aidant du compendium qui est plus loin, jusqu'à vous, hein. Donc vous pouvez vraiment aller dans le détail. L'ego du personnage, génération du personnage, là interpréter un personnage, voilà, vous avez les types de personnages qui existent,
Voilà, les objectifs, les barbares, les faiseurs d'univers en fonction de leur date de naissance. Parce que alors là, ils ont 20 ou 30 000 ans. Hein. Bon, certains sont plus jeunes, mais il y en a beaucoup qui sont très âgés. Et en fonction de la période dans laquelle ils sont nés, de ce qu'ils ont vécu, des guerres qu'ils ont connues, chaque seigneur a un caractère un petit peu différent, une façon d'agir avec son environnement de façon différente et des objectifs dans la création de monde. On ne crée plus beaucoup de monde en cette période, mais avec le contrôle des mondes, agit différemment. Voilà. Là, vous avez plein de petites explications qui vont vous permettre d'affiner votre personnage. Les règles du jeu, on en vient, c'est Abstract Dungeon. Alors, Abstract Dungeon, moi, franchement, je suis pas fan, je dois l'avouer, je suis pas fan. Mais c'est un bon système pour ceux qui aiment le contrôle. C'est-à-dire qu'au début de la partie, vous lancez les dés. Par exemple, si vous avez décidé de mettre 4 dés en puissance, vous lancez les 4 dés. Vous mettez vos dés, vous les placez sur votre feuille de personnage, etc. Vous faites ça pour tout. Et au fur et à mesure du jeu, quand il va vous arriver des obstacles et des défis, vous allez dépenser le meneur de jeu va lancer des dés de défis, et vous avez dépensé des dés en partir de vos caractéristiques, de vos traits, ou de votre équipement, si c'est en rapport avec l'action qui est demandée, hein, évidemment, pour annuler les dés de défi, et petit à petit votre réserve de dés va diminuer, et vos choix vont diminuer. Donc c'est vraiment une façon d'appréhender le jeu complètement différente. Vous démarrez avec un pool de dés, et petit à petit, il y a un épuisement. Voilà, ça c'est assez intéressant. Et franchement, moi je trouve que ça colle plutôt bien à Torrent, plus qu'à d'autres jeux. Parce que ici vraiment vous tombez avec des personnages calculateurs, des personnages intelligents, des personnages qui ont une haute technologie, qui laissent très peu de place au hasard et qui aiment programmer tout ce qu'ils veulent faire. Donc finalement c'est un système qui colle bien. Alors là, c'est résoudre les actions. Les combats, c'est à peu près pareil. Les combats, c'est la même chose. Hein. Chaque adversaire ou groupe d'adversaires, parce qu'ils sont collégiales, c'est-à-dire que les joueurs vont jouer ensemble, vont dépenser des jets ensemble afin de vaincre une adversité. Et cette adversité, dans les combats, par exemple, comme c'est séquencé en round, vous n'allez peut-être pas réussir, parce que vous ne pouvez pas mettre énormément de dés, vous n'allez pas peut-être réussir à la tuer d'un coup. Si vous la tuez pas au premier round, vous allez encaisser les coups de la créature. La créature, l'attaque est fixée par la fiche de personnage de la créature, de la fiche PNJ, qui va vous infliger des dégâts. Quand vous arrivez à 0 dés dans une caractéristique, ça ne veut pas dire que vous êtes mort, mais ça veut dire que vous êtes blessé, ça veut dire que vous êtes épuisé, etc. Et si à nouveau vous subissez des dégâts dans cette caractéristique, et ben à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez hors de combat. Et évidemment, si vous êtes tout seul, ça peut être embêtant parce que vous vous retrouvez complètement à la merci de l'adversaire. Voilà, j'ai un petit peu résumé vite fait, bien fait, ouais peut-être, vite fait, bien fait le système, en sachant que on peut toujours faire appel à son OA justement pour alimenter des réserves de dés qui seraient un petit peu épuisées, mais on peut aussi restaurer ces dés par des périodes de repos. Voilà. Pas non plus exagéré, quoi. À un moment donné, quand votre Torrent va se reposer dans des conditions assez confortables, il va récupérer des dés. Mais quand vous restaurez des dés, ça a un effet sur vos points de seigneur. Voilà. C'est ce qu'on va voir de suite. Là, et ça s'appelle les points de seigneur. Alors, il n'y a pas d'XP, enfin si. Les points de seigneur, c'est des XP. C'est-à-dire que en fonction, à la fin des scénarios, le joueur va vous accorder des points de seigneur. Bon, souvent c'est défini dans le scénario qui est fourni commercialement. Sinon, c'est au meneur de jeu de le définir. Vous allez donner des points de seigneur, et le joueur va pouvoir dépenser ces points de seigneur pour améliorer son personnage par l'intermédiaire du monde qu'il contrôle. C'est-à-dire qu'il va devoir justifier par la narration pourquoi il va donner un trait supplémentaire à son personnage, pourquoi il va augmenter la puissance de son personnage à travers un monde qu'il contrôle. Voilà, tout simplement. Alors là, c'est que de l'imagination et que du roleplay. Hein. C'est-à-dire, s'il contrôle un monde, il va vous expliquer qu'est-ce qu'il crée dans ce monde qui fait que il va pouvoir gagner un trait supplémentaire. Voilà. C'est assez amusant, on rentre dans le roleplay, et c'est là que je dis qu'il faut quand même avoir une connaissance de la saga des Hommes-Dieux et de cette œuvre de Philippe Joseph Farmer, pour que ça soit pas complètement n'importe quoi et que le meneur du jeu passe son temps à recadrer les joueurs. Non, ça tu peux pas. Donc ça demande un petit investissement de la part des joueurs, mais franchement moi ce monde est tellement génial que je trouve que ça vaut le coup, hein, de s'investir un petit peu, au moins lire le premier tome, hein, alors c'est des romans qui sont très courts et très faciles à lire, hein.
et que l'on retrouve très facilement. Alors évidemment, à chaque fois, il va falloir qu'il dépense des points de seigneur. Par exemple, pour avoir un trait supplémentaire, ça va lui coûter 6 points de seigneur. Maintenant, s'il veut augmenter la puissance d'un trait, il va ajouter 6 plus la valeur du trait qu'il avait avant, voilà, tout simplement. C'est pas compliqué du tout, hein, mais c'est un petit peu différent de ce que l'on connaît, quoi. Alors, l'identité du cosmos. Oui, parce que là, vous avez une fiche de cosmos. Alors, normalement, historiquement, on ne crée plus de monde à la période de laquelle vous jouez, en l'an 29 000 et des poussières. Voilà, on ne crée plus de monde. Mais, bon, vous avez des joueurs, personnages joueurs, ce sera possible de retrouver des machines de création de monde. Qui normalement ont disparu suite à il y a eu un grand conflit contre les cloches noires, etc. Bon, tout est expliqué dans le livre, et ils ont utilisé pratiquement toutes les machines ont disparu, et ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu de machines. Voilà, donc il y a des tas de mondes, il y en a plusieurs milliers, mais pour créer de nouveaux mondes, c'est très compliqué. Mais on peut quand même créer des mondes, vous allez voir, bon, on le découvre au fur et à mesure des parties. Alors, amélioration des objets torrents, précision. Alors les conseils de jeu, là on arrive à des conseils de jeu, voilà, pour, confiance, etc. Bon, ça c'est vraiment qu'on trouve dans les jeux de rôle un peu partout. Là on passe à la partie 2, torrent pour le meneur de jeu, avec un dessin un petit peu mythologique, hein. On se retrouve un petit peu plongé en Grèce antique, un petit peu, hein. Voilà. Le rôle du meneur de jeu. Bon là, franchement là, bon, c'est des conseils que l'on trouve dans pratiquement tous les livres de jeux de rôle, hein, les conseils aux meneurs, les conseils aux joueurs, voilà, quand utiliser les dés, ne pas en abuser. Alors ne pas oublier que les torrents, c'est des gens qui sont largement au-dessus ils ont des capacités qui sont largement au-dessus de celles des humains. Donc s'il veut faire quelque chose qui semble un petit physique pour un humain, n'oubliez pas qu'en général le torrent, lui, ça lui pose aucun problème. Donc il ne faut pas demander un test pour cela. Tirer le meilleur système des règles, le décor commode au joueur, les capacités spéciales, oui, parce que certaines créatures enlèvent des dés, ont des dés de résistance, hein, par rapport à leur peau, leur protection magique, physique, etc. Alors il y a peu de magie, hein. La magie c'est plutôt de la technomagie, hein, que l'on trouve dans Torrent, hein. On est vraiment dans de la science fantasy. Voilà, tordre occasionnellement les règles, bon, bien évidemment, hein, comme dans tout jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est le vôtre, vous en faites ce que vous voulez. Alors, créer un monde torrent. Alors là, c'est si vous êtes un meneur de jeu qui a envie de créer son propre monde, vous avez tout un historique. Alors là, c'est vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant aussi que les joueurs le lisent. Pour moi, les joueurs peuvent lire ça, hein, sans problème. Après, bon, évidemment, sur tout ce qui est la création de monde, ils vont pas forcément intéressant qu'ils le lisent. Mais franchement, la flore, tout ça, franchement, c'est des informations qui peuvent être dispensées aux joueurs et aux meneurs de jeu. Le compendium, c'est la partie encyclopédique. Alors l'encyclopédie, c'est l'histoire. Vous avez l'histoire des seigneurs. Alors là, vous avez de quoi lire, de quoi apprendre. C'est très précis. Alors je suis admiratif à travers le travail de synthétisation qui a été fait là-dedans. Franchement, c'est du super boulot, c'est hyper compréhensible, c'est bien foutu, parce qu'il faut avoir lu déjà tous les bouquins, il faut avoir fait les recoupements, il faut avoir tout, et puis il faut synthétiser tout ça pour que ça tienne dans quelques pages. Et franchement, là, moi, bon, j'ai lu il y a très longtemps, hein, je vais pas dire que j'ai relu la saga des hommes dieux hier avant de relire ce livre, hein, mais je me rappelle de pas mal de choses, et c'est assez confus, il y a beaucoup de choses, c'est souvent pulp, il y a des contradictions, bon bref, c'est la littérature. C'est pas la littérature qu'on peut dire la littérature de gare, hein, mais c'est de la littérature qui était très facile à lire avec ses héros, ses méchants et ces jolies petites pépées des années 60. Ici, là, maintenant, le travail qui a été fait, c'est franchement fantastique. Voilà, donc c'est très très agréable à lire, c'est très bien, mais merci, non, merci, qu'est-ce que c'est écrit petit, quoi. Moi, je me suis pété les yeux à lire ça, hein. Franchement, je me suis pété les yeux. C'est des toutes petites polices. Alors évidemment, je suis plus de toute première jeunesse, donc c'est l'effet de l'âge, hein, c'est sûr, hein. Mais franchement, c'est vraiment petit, et j'ai souffert à lire cela, malgré que ça m'a passionné. Donc bon, ça m'a passionné, donc j'ai fini, hein, donc, mais sinon c'est pas évident. Bon, un lecteur plus jeune avec une meilleure vue, ça ne posera aucun problème, hein. Donc vous pensez, bon, les vieux,
Hein. Alors, la révolte des cloches noires, alors ça, c'est les différents conflits qui ont eu lieu. La dispersion. Alors vous avez les différentes phases qui ont marqué l'histoire dans la saga des Hommes-Dieux. La culture, la mentalité, indispensable à connaître. Franchement, pour moi, c'est indispensable à connaître. On ne peut pas lire cela en travers, sinon on n'a pas compris ce qu'était un Tohan. Donc là aussi, c'est vraiment très important à apprendre. La naissance, la notion de famille, de lien de sang, leur langue, comment se nourrir, la justice, l'économie, les arts, les divertissements. Alors vous voyez, c'est des petits chapitres, hein, donc, mais c'est très utile. La métronomie, gigantique, c'est la singularité des seigneurs. Une image qui est assez intéressante parce qu'elle nous renvoie à la multiplicité de ce multivers qui est celui de la saga des Hommes-Dieux, qui fait qu'en fonction, le Tohan ne donne pas des clés technologiques à tous les êtres qu'il crée. Hein. Il n'est pas fou, hein. Oula. Donc il crée aussi parfois des mondes très rudimentaires, et les laisse à ce niveau-là pour quelquefois son amusement, hein, carrément, s'il les chasse du Konzarov, hein, pour son amusement personnel, ou simplement parce qu'il est un petit peu parano et qu'il n'a pas envie que certaines créatures de raison qu'il a créées il y a très très longtemps en amènent à remettre en cause son autorité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un culte Toa ils prennent bien en garde de pouvoir bien distribuer ce culte-là. Voilà. Les Tohans célèbrent leur lignée. Là, le Conseil des 12, c'est la plus grande famille, entre guillemets, famille de Tohans, voilà, avec les personnages principaux, qu'on le retrouve tous dans les romans. Hein. Il n'y a aucune création, tout a été récupéré, tout est, franchement, chapeau. Hein. La technologie des seigneurs, la biologie. Alors, le niveau technologique est vraiment très très élevé, mais on reste dans la science fantasy, c'est-à-dire que vous n'allez pas lire des trucs que vous n'allez pas comprendre. En fait, tout a plus ou moins un écho moderne dans ce qui est écrit là. Hein. Quelquefois un petit peu onirique, hein. Il y a la retranscription de cette espèce de SF un petit peu métaphysique des années 60 qui se reporte parfois, hein. Le cerveau, les limites de la science tohane, bon, parce qu'évidemment il y a des recherches sur l'âme et tout, il y a des trucs qu'ils n'ont pas bien compris. L'immortalité, alors l'immortalité c'est l'effet d'une drogue, comme je vous avais dit, et donc comment ça fonctionne. Les palais, oui, chaque monde d'univers a un palais, il faut bien que le temps il a un petit pied-à-terre dans chaque monde qu'il contrôle, donc les palais, comment on y accède, etc. Et le moyen d'y accéder, c'est un petit peu plus loin. Alors là, vous avez systèmes de sécurité, les laboratoires, des petits détails sur tout. Les prisons, alors là, avant les portes, parce que là, on parlait des palais, bon, moi j'aurais parlé des portes avant, on parle des prisons et des pièges des seigneurs, parce que comme je vous disais au début, les Tohans, c'est pas forcément des... Non, c'est rarement des gens de bonne constitution au niveau psychologique. Souvent ils sont un peu tordus et ils aiment bien faire souffrir les personnes qu'ils capturent, notamment les autres seigneurs Tohans. Donc quand ils capturent un seigneur, ils ne le tuent généralement pas parce que ça l'amuse pas. Ça l'amuse plutôt de le faire souffrir pendant des siècles, hein, dans une prison. Mais alors une imagination terrible pour créer des prisons qui vont être très amusantes. Alors là vous avez quelques exemples, des exemples qui sont tirés des livres aussi. La labyrinthe sans couleur, la prison en mouvement, alors tous ces noms un petit peu poétiques, faut pas s'y tromper, c'est des grosses saloperies, si j'ose dire. Voilà, ce qu'observe dans les étoiles, le décor, la géole temporelle. Bref, il y a tout pour faire souffrir un Tohan qui est aussi immortel qu'il soit. Les portes, justement. Les portes, c'est pour passer d'un monde à un autre, voire accéder à un palais. Vous avez les tailles des portes, vous avez tous les styles de portes, les portes à pression, etc. Voilà, vous avez tout. Et vous avez même, est-ce qu'il y a des pièges, est-ce qu'elle peut fonctionner dans les deux sens, la porte est-elle piégée en aval. Il y a plein de détails. Certains, c'est presque superflu, mais c'est vraiment trop bien fait et trop sympa à lire. L'installation d'une porte, le jeu mortel des seigneurs, détection. Alors, vous voyez, alors il y a beaucoup à lire. Hein. Vous avez des artefacts ici que l'on retrouve dans les romans, et il y a des petites citations souvent, hein, où on trouve cet artefact dans les romans.
les ravageurs de l'os, etc. Les machines de création d'univers. Alors là, c'est des grandes machines qui fonctionnent de manière différente. On crée une espace bulle. Alors là, tout est expliqué. Je ne vais pas m'étaler là parce que je ne vais pas vous faire un petit cours de physique Tohan, d'astrophysique Tohan pour les créations de monde. Mais voilà, troisième jour, le temps crée, troisième jour, vous voyez évidemment des petits clins d'œil dans la Bible, hein, cinquième jour, sixième jour, voilà, le septième jour, c'est le recensement des machines. Voilà, l'équipement des seigneurs, alors on ne parle pas des équipements clou-marteau, hein, on parle des équipements un peu sophistiqués, clou-marteau, tout ça, ça ne vous rapporte pas des dés en plus. Hein. Ce qui vous rapportera des dés en plus, c'est les armes très sophistiquées qui sont décrites ici. Alors là, vous avez un descriptif, hein, avec des objets aussi, des véhicules, et là vous avez le tableau récapitulatif, très pratique. Les ennemis des seigneurs, alors là il n'y a pas de bestiaire. J'étais un peu surpris parce que bon, mine de rien, si j'ai envie d'amener mes personnages joueurs sur une planète pour les faire participer à un safari amical avec des créatures que j'ai créées moi, avec j'ai créé des espèces disons de mammouths carnivores dans la série. Moi, je sais pas du tout quelle défense, enfin quel niveau d'attaque. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de bestiaire. Voilà. Là, c'est les ennemis des seigneurs qui montent, c'est les Tokinas. Alors les Tokinas, c'est des extraterrestres aussi intelligents que les torrents, mais il y a eu une guerre il y a très longtemps. Normalement les Tokinas il n'y en a plus, mais il y en a plus, mais il y en a encore. Voilà, en gros c'est ça. Il y a un cosmos à eux. Les cloches noires, alors là c'est une intelligence artificielle. Là on est en plein dans les années 60 avec l'ordinateur qui aspire la conscience des autres. Et là les cloches noires en fait il y a eu une guerre parce que ils avaient stocké leur mémoire dans des cloches noires parce qu'ils ne savaient plus. Vous savez, quand vous vivez 30 000 ans, au bout d'un moment vous avez des absences. Hein. Donc ils avaient mis tout ça, et puis les cloches noires finalement se sont réveillées à leur conscience et ont commencé à se révolter, et il a suivi une guerre. Voilà, combattre les cloches noires aujourd'hui, une masse vaincue, il y a toujours des points d'interrogation évidemment, hein, et il y a du SI partout. Et évidemment les autres c'est les torrents, les autres torrents. Et ça finit par un scénario, voilà, où Danadan, le monde inachevé de, j'ai un reflet, de Chambarimen, voilà, bon, un des noms qui pète. Et là, c'est un scénario, bon, je vais passer vite pour pas qu'on voie, c'est un scénario qui va permettre peut-être aux joueurs, donc déjà de prendre le contrôle d'un monde, parce que c'est indispensable si on veut grimper. Vous avez compris que pour dépenser des points de seigneur, il faut contrôler un monde, donc là, il va falloir que vos personnages contrôlent un monde. Et il y a aussi la possibilité, la machine, oh mon dieu, une machine, peut-être qu'ils vont retrouver une machine créatrice de monde qui a été perdue depuis longtemps et que personne ne savait où elle était. Voilà, la fin du monde, sauver les 10, etc. Là, bon, hop là, je passe très vite pour pas que vous en voyez plus. Voilà, et après, et là vous avez les seigneurs de Joseph. Alors ça finit par les annexes, et là vous avez en annexe tous les seigneurs de Joseph Fares qui sont ici, voilà, avec où on peut les retrouver dans les romans. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant toujours d'avoir les romans pour aller jeter un œil, même si par exemple Orc vous avez un long descriptif, hein. Le rouge c'est un des plus connus, voilà, et ça finit par Zazil. Là vous avez les fiches de perso. Alors vous avez la lignée, hein, voilà, les PNJ de la lignée, votre fiche de personnage, la fiche de monde, vous avez tout ce qu'il faut, et bon, bah, quelques petits pubs pour découvrir, dont je vous parlerai un peu plus tard, voilà. Peut-être que je vais découvrir certaines choses que je trouvais un petit peu bizarres, qui sont absentes là, hein. Comme l'absence, par exemple, vous n'avez pas de table de difficulté. C'est le meneur de jeu qui décide le degré, le nombre de dés de difficulté d'un obstacle. Il n'y a pas vraiment d'aide. Alors quand on débute, bon, c'est pas évident. Voilà. Enfin, bon, c'est vraiment des petits détails, hein. C'est pas énorme. Voilà, alors là c'était le premier feuilletage express de Torrent, le livre 1. Superbe bouquin. On l'a attendu longtemps. Hein, ce retour de Torrent. J'ai été surpris par la démarche, j'ai été surpris par... il faut oser quand même, parce que vouloir faire interner n'importe quoi, vouloir faire incarner des Torrents à des personnes, à des joueurs, c'est pas évident, hein, c'est un peu le même défi que Néphilim, hein, un petit clin d'œil, hein, parce que finalement
Il y a du Mnemos dedans aussi, hein. Il y a du Frédéric Weil aussi pas loin. Voilà. Donc c'est Tohan, c'est le jeu de rôle de la saga des hommes dieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerrier Plomb TV. Merci et à bientôt.